test son. 1, 2, test.
Bien, nous allons démarrer nos travaux. Alors, élément technique, si vous êtes sur le Wi-Fi, ça a changé de nom. C'est Wi-Fi Conseil Municipal désormais, et non plus Wi-Fi Bizet. Donc, il suffit de vous mettre dessus pour avoir accès. Bonsoir à tous. Merci de votre présence pour le Conseil municipal. Il y a beaucoup de monde ce soir. C'est bien, c'est une bonne chose. Et particulièrement, nous accueillons les enfants du Conseil des enfants, en tout cas ceux qui ont pu se rendre disponibles, et avec eux, très généralement les parents, donc qu'ils soient salués, évidemment, que ça me permette de saluer les auditeurs attentifs du Conseil municipal de ce soir. Je vais donc procéder à la désignation du secrétaire de séance en la personne de Salama Bouteibi. Félicitations. Et je vais procéder à l'appel. Saint-Huile présent. Monsieur Horry. Présent. Madame Chiarello. Monsieur Rousseau. Madame Meguedem. Madame Souvard. Monsieur Piette. Madame De Villers. Monsieur Galland. Madame Delors. Monsieur Genot. Madame Sedlac, absente, pouvoir à Monsieur Genot. Monsieur Piret. Madame Moeski. Monsieur Couvet, absent, pouvoir à Monsieur Tenré. Madame Zaidi, pardon. C'est pas grave. Madame Lona. Madame Tacquenier. Monsieur Amala. Madame Bouteibi. Monsieur Tenré. Madame Baudry. Monsieur Bockel. Madame Delbecq. Monsieur Leblanc. Madame Garin. Monsieur Bier. Madame Delpiero. Monsieur Morage. Je vous remercie. Nous allons commencer notre séance avec le procès-verbal succinct du Conseil du 31 janvier 2015. Excepté la remarque habituelle du groupe de M. Bier qui ne participe pas au vote, y a-t-il d'autres remarques? Il n'y en a pas. Des avis contraires? Des abstentions? Je vous remercie. Quelques informations avant de continuer l'examen de l'ordre du jour du Conseil municipal. D'abord, saluer Madame Delpiero, qui a été élue hier conseillère départementale sur le canton de Maubeuge et qui accompagnera Arnaud Decany dans cette responsabilité. Soyez félicitées, Madame, et soyez certaines que le Conseil municipal de Jeumont sera évidemment à vos côtés, mais aussi attentif à vos travaux, espérant que le travail que vous mènerez permettra à la commune de pouvoir en retirer un certain nombre de fruits. En tout cas, je voulais le dire ici devant tout le monde, c'est toujours une bonne chose dans l'hémicycle de pouvoir compter sur un conseiller départemental, et nous serons évidemment attentifs à votre capacité à porter nos projets pour l'avenir du canton et particulièrement de la commune. Bonne chance à vous et bon courage. Faire un point également sur la situation du territoire au niveau social, plus particulièrement par rapport à l'entreprise Sambre-et-Meuse, non pas pour revenir sur un certain nombre d'éléments que vous avez pu lire dans la presse, mais simplement pour dire que, avec un certain nombre d'élus du territoire, nous avons souhaité la constitution d'une association qui a vocation à mettre en place un fonds de soutien, une association qui aurait vocation à gérer des financements qui pourraient venir ou du public ou des personnes privées, qui auraient vocation à aider les salariés qui sont ici touchés par la liquidation judiciaire de Sambre-et-Meuse. Sambre-et-Meuse, c'est 260 salariés. Aujourd'hui, il y a plusieurs discussions, une qui concerne une reprise potentielle, et il est trop tôt pour pouvoir en parler. Une deuxième sur les attentes des salariés à aujourd'hui dans le cadre du plan de sauvegarde pour l'emploi, et notamment des primes qu'ils peuvent espérer négocier avec l'employeur qui met fin à leur activité. Là encore, c'est un élément du dossier que nous ne maîtrisons pas. Dernier élément qui est plus du ressort du territoire, c'est le suivi social des salariés, à travers la coordination des CCAS d'une part dans les interventions qui peuvent être les leurs auprès des salariés et de leurs familles, et donc à travers la volonté de mettre en place une association qui aurait vocation à pouvoir les accompagner financièrement, mais pas seulement.
Je vous donne cette information puisque je proposerai avec Jean-Michel Rousseau que le CCAS puisse accompagner cette démarche dans les prochaines semaines. On va laisser le temps à cette association de se mettre en place, mais je proposerai que la commune puisse être en situation d'accompagner la démarche puisque nous avons une quinzaine de salariés de Sambre-et-Meuse qui sont gemontois et donc potentiellement impactés par cette perte d'emploi. Quelques informations encore pour vous dire que vous avez sans doute perçu les travaux importants qui ont démarré en entrée de ville. Nous y reviendrons peut-être à la lecture des décisions, mais simplement nous avons là un chantier qui a démarré autour de 200 000 euros, financé à 80% dans le cadre de l'entrée de ville en lien avec les inventeurs sur une fin d'enveloppe en rue, qui nous permet donc de rénover l'ensemble de l'entrée de ville pour essayer de lui redonner un cachet et pour surtout aussi la sécuriser. Vous avez peut-être été attentif aux nombreux arbres qui ont été abattus et qui sont largement usés dans leur milieu. Si vous regardez le tronc, il y a une partie beaucoup plus foncée qui démontre que les arbres sont malades. Et donc, Monsieur Horry, dans sa responsabilité de la sécurité particulièrement, il a été attentif. Il est trop tôt pour avoir un regard définitif sur l'entrée de ville, mais je pense qu'au final, nous gagnerons en visibilité, en clarté et aussi, je crois, et c'est le plus important, en sécurité. Voilà les quelques éléments que je voulais vous donner en introduction de cette réunion du conseil municipal. Vous avez pris connaissance des décisions dans le cadre du CGCT que j'ai prise pour le compte de la commune. Est-ce qu'il y a sur l'une ou l'autre des décisions une question ou des remarques? Il n'y en a pas. Je vous remercie. Nous allons donc démarrer l'examen de l'ordre du jour. Je vous propose, s'il n'y a pas de difficulté, que nous puissions démarrer par les questions budgétaires, de manière à ce que nous les évoquions d'emblée. Et donc, nous reviendrons ensuite sur les délibérations classiques. Donc, si ça ne pose de problème à personne. Ça va? Pas de difficulté? Nous allons donc démarrer nos travaux de ce soir par l'examen des comptes administratifs. Donc, je le précise pour les gens qui sont dans la salle. Ce soir, nous faisons un exercice important de la vie démocratique de la commune. Il s'agit du vote du compte administratif, le compte administratif étant le document qui vient, je dirais, conclure un exercice budgétaire dans sa globalité. Et ensuite, dans un deuxième temps, nous voterons un budget primitif qui est donc la projection pour l'année 2015. C'est donc le moment budgétaire de la commune. C'est toujours autour de la fin mars que nous prenons ce genre de décision. Je vais céder la parole à Barbara Chiarello afin qu'elle puisse nous présenter le compte administratif de la ville d'abord. Ensuite, nous aurons les échanges sur le sujet et nous ferons dans la foulée le compte administratif de Bellevue, puisque nous avons un compte à part pour le lotissement dit Bellevue sur le haut de la rue de Colleret qui concerne le haut du Ouatissard. Madame Chiarello. Donc, dans un premier temps, je vais vous présenter le compte administratif 2014 ville. Donc, on va débuter par la section de fonctionnement. Donc, je vous propose de reprendre le tableau page 7. Donc, en chapitre 11, charges à caractère général, au niveau des mandats émis, on est à 2 238 151. En charges rattachées, 101 650. Au chapitre 12, charges de personnel et frais assimilés, atténuation de produits, 7 064 304. Autres charges de gestion courante, 1 330 132. En charges financières, en mandat émis, 463 056. En charges rattachées, 12 930. En chapitre 67, les charges exceptionnelles, dotations aux amortissements et aux provisions, mandat émis 21 499. En opération d'ordre de transfert entre sections, chapitre 42, en mandat émis 374 122. Donc nous avons en total des dépenses d'ordre de fonctionnement en mandat émis 11 491 265. En charges rattachées 114 581, ce qui nous fait un total de 11 605 846. Je vous propose de passer aux recettes de fonctionnement. Donc au chapitre
vous ne pouvez pas intervenir pendant la séance du conseil municipal. Donc, oui, on a entendu. Donc, on va essayer de régler le problème, mais les travaux du conseil municipal vont continuer et je suis sûr que vous y serez attentifs. Donc, je reprends les recettes de fonctionnement. Donc, en chapitre 13, en atténuation des charges, produits des services du domaine et ventes diverses, en titre émis 407 338. Chapitre 70, ventes diverses, en titre émis 316 772. Chapitre 73, impôts et taxes, 6 166 645. En participation, 5 272 717. En autres produits de gestion courante, chapitre 75, 224 095. Chapitre 77, produits exceptionnels, repris sur amortissement et provisions, 10 004. Total des recettes d'ordre de fonctionnement, 12 398 677. Je vous propose de passer aux dépenses d'investissement. En chapitre 20, mandat émis 18 400. Chapitre 204, subventions équipements versés aux immobilisations corporelles, 476 433. Immobilisation en cours, chapitre 23, 4 796 730. Chapitre 16, emprunt et dette assimilée, 888 776. Ce qui nous fait un total des dépenses financières de 888 776 euros. Un total des dépenses réelles d'investissement à 6 180 340 euros. Je vous propose de passer aux recettes d'investissement. En chapitre 13, en titre émis 1 420 502. Chapitre 16, emprunt et dette assimilée, hors 165, 1 500 000. Chapitre 10, dotation, fonds divers et réserves, 362 465. Excédent de fonctionnement capitalisé, 612 803. Autres subventions d'investissement non transférées, chapitre 138, 131 396. Dépôt et cautionnement reçu, 310. En chapitre 40, virement de la section de fonctionnement, opération d'ordre de transfert entre sections, 374 122. Ce qui nous fait un total de 4 401 600. Ouais, c'est bon. Alors, sur le compte administratif, je précise qu'il n'y a pas la présentation de tous les chiffres pour le public parce que c'est évidemment trop compliqué à compiler. Mais si je prends les grandes masses et les grands équilibres, nous avons en fonctionnement dépensé 11 605 846 euros et en recettes 12 398 677, soit un exercice excédentaire de 792 000 euros. En section d'investissement, nous avons dépensé 6 180 340 euros et reçu 4 401 600 euros, soit un exercice déficitaire de moins 1 778 000 euros. J'arrondis effectivement. Précision, est-ce que c'est dangereux un exercice excédentaire ? On ne peut pas poser la question comme ça, mais concrètement, la commune a un excédent sur lequel elle a décidé d'aller chercher une partie pour pouvoir financer ses investissements, et particulièrement l'école Louis Dubois. On ne peut aller mobiliser cet excédent qu'à partir du moment où on affiche un déficit d'investissement. Sinon, l'excédent n'est pas mobilisé en tant que tel. Donc, l'exercice 2014 dégage un excédent de fonctionnement de 792 000 et un déficit d'investissement de moins 1 778 000. Voilà les éléments que vous pouvez consulter. Est-ce qu'il y a sur le compte administratif des questions, des remarques ? Monsieur Bier. Oui, bonsoir à tous. Comme vous l'avez expliqué, Monsieur le maire, le compte administratif, c'est la traduction, l'exécution du budget primitif qui nous avait été proposé en mars l'année dernière. L'opposition a voté contre ce budget primitif en 2014. C'est quelque chose qui, rassurez-vous, arrive très souvent dans tous les conseils municipaux de France.
Ce vote contre démontre souvent une différence d'appréciation dans les objectifs que présente la majorité municipale et les objectifs que voudrait que soit poursuivi l'opposition. Donc, on démarre sur un budget primitif pour lequel l'opposition a voté contre. Donc, le travail de l'opposition sur le compte administratif, c'est essentiellement d'en regarder l'exécution, sachant que l'opposition votera contre un compte administratif, puisqu'il est l'exécution d'un budget primitif pour lequel elle a voté contre. Donc, notre rôle ici est simplement de faire quelques remarques. Donc, pour ne pas assommer le public et celui qui nous regarde, c'est retransmis, je crois. Oui. Donc, il n'y a plus de Vigipirate, donc bien. Où il y a moins de Vigipirates. Donc, pour ne pas assommer l'auditoire de chiffres, juste quelques remarques. Donc, l'excédent qui est de 792 000 euros est un 830,68 exactement, est un excédent qui est faible par rapport à la majorité des excédents que la ville a connus sur ces 10 ou 15 dernières années. Cette faiblesse d'excédent se traduit surtout par une augmentation des coûts fixes et notamment notre attention est attirée sur l'augmentation des coûts de la ligne 12, c'est-à-dire des frais de personnel. Alors par rapport aux documents que les conseillers peuvent voir, il est vrai que sur les budgets ouverts, en ayant une charge de personnel de 7 064 304, c'est vrai qu'on est très proche des propositions du budget primitif, sauf qu'il y a eu une décision modificative en cours d'année et que la proposition réelle sur du budget primitif était de 6 947 000. C'est-à-dire que nous avons une augmentation à peu près de 170 000 euros par rapport à ce qui était prévu au budget primitif, sachant que cela nous mène à une augmentation de 453 000 euros par rapport à ce qui était proposé au budget primitif. C'est la première remarque. La deuxième remarque, c'est sur les recettes d'investissement. En recettes d'investissement, nous avions une proposition de 3 609 701 euros qui était en subvention à recevoir. Finalement, la nouvelle proposition a été amputée d'1 500 000 euros puisque nous avons mis en recette d'investissement un emprunt d'1 500 000 euros qui a été souscrit, je crois, au mois de décembre. Donc, notre remarque porte aussi donc sur les subventions. On voit donc, je crois que les subventions sont de 1 581 000, ce qui fait un taux de réalisation des subventions qui est inférieur à 44%. Voilà les remarques principales que l'on pouvait faire. Donc, diminution de ce qu'on appelle le résultat, et puis arrivée des emprunts que la ville n'avait pas fait depuis longtemps et sur lequel, je pense, nous reviendrons dans le cadre du budget primitif. Voilà les remarques que nous voulions faire. Ce sont des remarques d'information. Notre rôle est d'informer. On a vu encore hier que la population est assez loin de la politique et a des réactions dans ses votes pour lesquelles nous souhaitons nous positionner contre en donnant le maximum d'informations à la population, en essayant de simplifier au maximum pour que les gens présents, mais les gens à l'extérieur, puissent comprendre ce qui se passe sur le budget. Voilà les remarques que l'on voulait faire sans développer davantage. Mais ne vous inquiétez pas, nous l'avons étudié plus en détail et nous aurions bien d'autres remarques à faire. Sans m'inquiéter, peut-être quelques éléments de réponse à ce que vous évoquez. Vous dites l'excédent 792 000 euros, il fait partie des plus faibles de ces dernières années. C'est vrai, et en même temps, il y a quelques années, on a eu un excédent à 725 000 euros, et vous m'avez dit, c'est là le début de la traduction de la dégradation de la situation financière de la ville.
et l'année suivante, on était à plus d'1 million d'euros d'excédent. Donc je pense qu'il faut être très prudent sur l'exercice. Et c'est toujours le danger quand vous regardez une photographie budgétaire d'une année, vous avez forcément une vision qui est partielle du sujet. Ce qu'il faut regarder dans la situation budgétaire d'une commune, mais d'une collectivité en général, ce sont, je dirais, les lignes de force et puis de manière générale, les trajectoires. Nous avons en 2014 un exercice où nous sortons à près de 800 000 euros d'excédent, alors même, et vous l'avez souligné, qu'il y a une augmentation sensible des dépenses de ressources humaines. Donc je me permets de vous dire au passage que si nous sommes à près de 800 000 euros d'excédent avec des dépenses de personnel qui augmentent, je vais y revenir, c'est quand même que par ailleurs, il y a eu un certain nombre d'efforts qui ont été menés. Sur les dépenses de personnel, on ne rechantera pas la chanson que nous avons chantée lors du conseil municipal dernier, simplement rappeler que sur les questions liées au personnel, il y a la volonté de faire en sorte que les catégories B et C soient uniformisées. Il y a donc eu un travail en ce sens. Il y a eu le recrutement d'un certain nombre de collaborateurs pour permettre ou de mettre en œuvre de nouvelles politiques. C'est le cadre de la démocratie participative et c'est ce qui nous permet de mettre en œuvre de nouveaux projets, ou c'est encore l'idée de recruter un certain nombre de collaborateurs qui viennent en tuilage. Finalement, cette expression revient souvent dans le conseil municipal pour préparer l'avenir et donc les départs en retraite. Donc si le constat que vous faites, c'est attention, il y a une augmentation sensible sur le volet des ressources humaines, la réponse est oui. Il y a une augmentation sensible. Ça correspond à une stratégie que j'ai par ailleurs déjà longuement évoquée ici en conseil municipal, donc nous ne découvrons pas, qui consiste à dire que sur au moins 2 exercices, nous avons une augmentation relativement sensible. Ça a été le cas en 2014 et vous verrez dans le budget primitif que nous sommes sur des montants similaires pour l'année 2015. Donc il y a d'ores et déjà une forme d'effort. Pourquoi ? Parce que nous sommes en train de préparer une réorganisation des services avec des départs importants en retraite, puisqu'une partie des salariés de la collectivité arrivent à la fin de leur carrière et qu'il faut donc prévoir le départ de ces personnes sans perdre les compétences. Et c'est bien là le sujet. Donc c'est évident que ce pic qui concerne les ressources humaines, il correspond à une stratégie et que nous pouvons prendre les paris, puisque nous parlons de trajectoire, que dans les années qui viennent, la trajectoire sur les ressources humaines va évidemment se stabiliser puis redescendre. Ça correspond à une logique simple, garder les compétences malgré les départs et faire en sorte de tenir les dépenses. Nous l'avions envisagé depuis longtemps et si vous regardez les trajectoires, pour ne reprendre que cet élément, depuis plusieurs années déjà, la trajectoire sur les ressources humaines diminue, ce qui nous permet aujourd'hui d'enclencher ce processus positif. C'est pas évident parce que il faut faire l'exercice intellectuel d'accepter pendant 1 année, 2 années, d'avoir une augmentation de la masse salariale pour ensuite avoir quelque chose de plus net sur le sujet. Encore une fois, ce n'est que le temps qui nous permettra de le vérifier. La deuxième partie de votre interrogation concerne les subventions et le niveau de rentrée de subventions. Bah oui, écoutez, vous allez le voir à votre niveau. Il y a des années où les collectivités publiques sont en capacité de payer l'ensemble des subventions pour lesquelles elles sont engagées, et d'autres années où c'est moins évident. Mais je ne doute pas que désormais, vous serez attentif au versement des subventions qui concernent le département, par exemple. Et que donc, de manière tout à fait inévitable, vous avez des niveaux de rentrée de subventions. On va laisser le temps à Madame Del Piero de s'installer, je vous rassure. Il ne s'agit pas de lui faire porter la responsabilité dès ce matin, c'est pas le sujet. Mais pour être clair, il y a des collectivités qui ne sont pas forcément en situation d'honorer l'ensemble des subventions que nous pouvons espérer, et que oui, par ailleurs, et vous l'avez dit, nous n'ignorons pas que, à travers des décisions modificatives, nous avons considéré que le temps était venu de mobiliser l'emprunt. Pour une simple et bonne raison, c'est que le niveau d'exécution des travaux de l'école Louis Dubois était plus avancé que nous l'avions envisagé et que depuis le départ, nous avons dit pour la collectivité qu'il s'agissait de conduire cet investissement à la fois sur les fonds propres à travers les excédents cumulés, mais ces excédents ne sont mobilisables que si nous organisons un déficit d'investissement,
et à travers l'emprunt, de manière à ne pas manger l'ensemble de l'excédent de fonctionnement. C'est un peu technique, nous en sommes d'accord, mais c'est la logique qui a été choisie. Et donc ce qui se passe aujourd'hui sur 2014, c'est simplement la concrétisation des choix que nous avions intégrés. Donc effectivement, oui, une augmentation cette année des ressources humaines, un recours à l'emprunt cette année, un recours l'année prochaine pour terminer de payer l'école Willy Dubois, et ensuite nous verrons quelle trajectoire nous souhaitons, vous souhaitez, pour la collectivité. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques? Monsieur Bockel d'abord. Merci Monsieur le maire. Simplement dire quelques mots, c'est au-delà des chiffres qu'on annonce, bien sûr, qui sont importants, et puis on parle de masse salariale augmentante, baissante. Je crois que c'est important aussi, c'est ce qui se joue derrière. Derrière, c'est de l'humain qui se joue. Et derrière tout ça, c'est tous les services à la population qui peuvent soit être entachés ou soit continuer. Alors bien sûr, on connaît la situation actuelle. On sait que c'est de plus en plus difficile pour les collectivités. Mais je tiens à dire ça ce soir, je crois qu'au-delà des chiffres sur un budget, il y a tout ce qu'on y met à l'intérieur, au niveau social, au niveau environnemental et au niveau, bien sûr, moyens humains. Et sur des compétences qui sont des fois, malheureusement, pas suffisamment avec des moyens humains à l'intérieur, on est perdant. Une compétence, pour qu'elle fonctionne bien, il faut des moyens humains. Et c'est le service à la population qui est gagnant. Monsieur Bier. Oui, d'abord pour répondre sur l'humain, effectivement, aujourd'hui la politique demande un tel investissement de la part de tous les élus qui sont autour de cette table que je ne pense pas qu'il y ait la moindre personne ici qui n'ait pas le côté humain en mémoire, en objectif et le service à la population, le pape Paul VI disait que la politique, c'est la première des charités chrétiennes. Donc, je crois qu'effectivement, la politique, ça a toujours été quelque chose qui était pour l'humain. Simplement pour revenir au budget, moi, je fais un constat aujourd'hui. Ce que je viens de dire, ce sont des constats. Mais je sais aussi que, en termes budgétaires, les charges de personnel sont qualifiées, font partie de ce qu'on appelle la rigidité structurelle. C'est-à-dire que les frais de personnel, comme les charges financières, c'est en fait ce qu'on a le plus de difficultés à maîtriser. Donc moi, je dis simplement, aujourd'hui, les charges de personnel sur la ville sont lourdes. Voilà. On verra pour le reste, pour l'avenir, je n'anticipe pas. Deuxièmement, vous avez effectivement, et c'est bien normal, développé un certain nombre d'arguments pour justifier le résultat de 790 000 euros. Mais n'oublions pas non plus le contexte de transfert de charges à l'agglomération. Si on voulait être sévère, le transfert de charges, selon la Cour régionale des comptes, c'est quand même un transfert positif pour la ville de 800 000 euros. Alors je sais que vous contestez les chiffres et je n'irai pas, ce n'est pas mon style, aller dire oui, donc 800 000 moins pour la population, 800 000 moins 790 000, ça y est, on est en négatif, on est en tutelle. C'est pas mon style, moi je ne suis pas comme ça et je ne le dirai jamais. Mais il n'empêche qu'on doit aussi prendre en compte que sur ces dernières années, on a été dans un contexte de transfert de charges et que ces transferts de charges on peut discuter des chiffres, mais aussi déboucher sur un solde positif pour la ville. C'est ce transfert de charges qui nous a permis d'ouvrir une médiathèque, d'ouvrir une crèche et de le faire sans amoindrir la capacité d'investissement de la ville. C'est donc une capacité retrouvée pour les communes à porter une action publique qu'elles n'étaient pas capables de porter jusqu'à présent. Enfin, et pour terminer, parce qu'il faut comparer ce qui est comparable, mais quand même. Cette année, nous avons dépensé 11 605 000. En 2013, nous avions dépensé 11 923 000. Encore une fois, il faut comparer ce qui est comparable, mais comparons les RH d'une année sur l'autre en disant plus 400 000, sous-entendu, attention, ça clignote.
considérons aussi que nous avons dépensé 300 000 euros de moins que ce que nous avons fait l'année dernière. Et vous aurez raison de regarder, les recettes aussi, évidemment, diminuent. Il s'agit des dotations, mais je veux le dire, nous avons un exercice budgétaire où nous avons dépensé moins que l'année dernière. Et quand on regardera le budget primitif, la projection pour l'année prochaine, on se base sur le compte administratif pour formuler les propositions sur les dépenses de fonctionnement. Donc je ne suis pas inquiet sur la rigueur qui est celle des services et celle des élus pour faire en sorte qu'on soit en situation de garder une capacité d'investissement, parce que c'est ça le sujet en réalité. On fait des exercices où on essaie de faire des économies pour avoir un résultat excédentaire en fin d'année qui nous permette de projeter l'investissement. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques? Monsieur Bockel. Simplement sur la question des transferts de compétences, notamment donc bien sûr de la commune vers l'agglomération Maubeuge-Val-de-Sambre. Je crois que ça a été des choix politiques qui ont été décidés, comme les voiries, comme les piscines et comme le SDIS. Et à l'époque, avec l'impact que ça pouvait avoir, notamment sur l'augmentation du coefficient d'intégration fiscale pour l'agglomération qui lui permettait de récupérer plus de dotations. Mais oui, bien sûr, les communes ont pu en bénéficier, notamment avec le transfert du SDIS. Mais ça a été un choix politique qui a été décidé, il me semble même à l'époque, à l'unanimité. Oui, nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord, Arnaud. Mais Monsieur Bier le sait, je pense. Il ne siégeait pas au conseil d'agglomération, mais il le sait bien. Et vous avez raison de le repréciser. Les transferts de compétences ont rendu un peu d'argent à la ville. On n'est pas d'accord sur les montants, mais ont rendu de l'argent à la ville. Et cet argent, il a servi à mettre en place de nouvelles actions, de nouveaux services. Nous inaugurerons bientôt la maison des habitants. C'est encore un exemple très concret. Sur le compte administratif lui-même, y a-t-il encore d'autres questions ou remarques? Il n'y en a pas. Je vais rendre la parole à Barbara Chiarello pour qu'elle puisse vous présenter le document que vous avez lu avec beaucoup d'attention, qui est le compte administratif du lotissement Bellevue. Donc, concernant le compte administratif 2014 du lotissement Bellevue, il n'y a pas eu d'opération sur 2014. Donc, le dernier lot n'est pas vendu. Il s'agit du lot numéro 10. Donc, tout ce qui est inscrit, c'est une constatation de résultat de l'opération avant la régularisation de la dernière vente. Y a-t-il des questions, des remarques? Il n'y a pas de questions sur le lotissement Bellevue, le compte administratif. Alors je vais donc faire vivre la règle qui prévoit que le maire sorte au moment du vote du compte administratif. Et donc c'est M. Horry, le premier adjoint, qui va vous demander de voter les comptes administratifs de la ville et du lotissement Bellevue. Attendez que je sois sorti. Vous viendrez me chercher. Bon. J'attends que vous... Bien. Donc je fais voter le compte de gestion administratif. Donc qui est contre? La ville, oui. Tout à fait. 1, 2, 3 contre. Qui s'abstient? Aucune abstention? Bien. Merci. Je demande à monsieur le maire de revenir. Pardon? À Bellevue. Donc je vote également. Donc oui, monsieur Bockel. Je me permets simplement par rapport au choix du vote. Donc on a choisi de voter pour le compte administratif 2014. On avait voté le budget à l'époque dans un état d'esprit bien sûr constructif et bien sûr pour que le conseil municipal puisse s'installer en toute sérénité à l'époque. Bien, merci monsieur Bockel. Donc pour le compte Bellevue, qui est contre? Qui s'abstient? Bien, je vous remercie. Donc je demande à monsieur le maire de revenir. Ça va, monsieur Horry? Vous avez
fait voter. On va donc passer au compte de gestion. Et je vais rendre la parole à Barbara Carello. Donc, concernant l'approbation du compte de gestion 2014, dressé par le receveur municipal, M. Dominique Bernard, le conseil municipal réuni sous la présidence de M. Benjamin Saint-Huilmer, après s'être fait présenter le budget primitif de l'exercice 2014 et les décisions modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées, celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur, accompagné des états de développement des comptes de tiers, ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à recouvrer, l'état des restes à payer. Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l'exercice 2014, après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qui lui ont été prescrites de passer dans leurs écritures. Considérant la régularité, statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, y compris celles relatives à la journée complémentaire, statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2014 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires et budgets annexes, statuant sur la comptabilité des valeurs inactives. Le conseil municipal, lui l'exposé du rapporteur et après en avoir délibéré, déclare que le compte de gestion dressé pour l'exercice 2014 par le receveur municipal, M. Dominique Bernard, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de leur part. Bon, on va la faire plus simple. Le compte de gestion, c'est le compte du receveur qui vient vérifier le travail de la ville, en quelque sorte, et vient confirmer à l'euro près, au centime près, les comptes qui sont proposés par la ville. Si jamais c'est pas le cas, on a un problème insoluble, et donc c'est le travail qui est mené. Donc on va vous demander de voter le compte de gestion 2014 qui correspond au compte administratif et le compte de gestion qui concerne le lotissement Bellevue. Sur le compte de... Oui, monsieur Biet. C'est bon. Non mais vous êtes vert, mais vert ça passe aujourd'hui. Oui, et pour conclure, c'est justement pour ça que l'opposition ne vote pas contre, puisqu'on n'a pas rien à reprocher au percepteur. Voilà, le percepteur qui valide nos chiffres, mais vous n'avez rien à lui reprocher. On s'est compris, on a compris la nuance. Vous avez raison, il y a une nuance. Vous validez le travail du percepteur, pas les choix politiques de la commune. C'est important. Sur le compte de gestion, y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Je vous remercie. Sur le compte de gestion Bellevue, y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Je vous remercie. Je rends la parole à Barbara Carello pour l'affectation du résultat. C'est en quelque sorte ce que nous allons reprendre dans le budget primitif, les grands chiffres que nous allons garder. Donc, concernant l'affectation des résultats, le compte administratif 2014 fait apparaître un résultat de fonctionnement de l'exercice de 792 830 €. Le montant cumulé des résultats successifs au 31 décembre de l'exercice précédent est de 6 256 235 €. Le montant affecté à l'investissement 2013 était de 612 803. Le montant du résultat cumulé au 31 décembre de l'exercice est de 6 436 262. En investissement, le compte administratif 2014 fait apparaître un résultat de l'investissement de l'exercice de moins 1 778 739. Le montant cumulé des résultats successifs au 31 décembre de l'exercice précédent est de moins 612 803. Le montant du résultat cumulé au 31 décembre de l'exercice est donc de moins 2 391 542. Ce qui nous fait un résultat, si on fait le résultat du fonctionnement moins l'investissement, de 4 044. Donc le besoin de financement de la section d'investissement est donc de moins 2 391 542. Merci. Vous avez donc les grands chiffres en tête. Un excédent sur le fonctionnement de 6 436. Sur l'investissement, un déficit d'investissement qui est à 2 391 000. Et si vous faites la soustraction simple et mathématique pour les enfants, exercice de calcul mental,
6 436 262 moins 2 391 542, vous retrouvez effectivement le résultat qui sera reporté pour l'année prochaine, pour 2015, 4 44 720, ce qui, entre nous soit dit, est un beau résultat. On n'a pas connu ça par le passé. Monsieur Bier, je suis venu vous embêter, c'est normal. Allez-y. On verra, nous sommes effectivement en fin d'ANRU, c'est-à-dire en fin d'ANRU, c'est la fin des travaux très hautement subventionnés et nous allons nous retrouver dans une période avant ANRU. Et comme par hasard, se retrouvons dans une période avant ANRU, on recommence les emprunts comme avant l'ANRU. Donc, le résultat de départ est peut-être bon, mais le chemin vers lequel on va est peut-être plus inquiétant. Ce que je voudrais dire pour les gens qui voient l'écran, donc sous couvert des services, la ligne 4, 6 436 262,77, c'est la ligne 1, 792 830, plus la ligne 2, 6 250 235, moins la ligne 3, 612 803. C'est bien ça? Est-ce que vous pouvez me dire l'année prochaine combien sera la ligne 3? Parce qu'on la sait déjà. « 2 391 542. » Oui. Donc vous voyez déjà la raison pour laquelle nous restons très prudents. On voit déjà que pour le résultat cumulé du 31 décembre, c'est-à-dire la ligne 4, l'année prochaine, au lieu de retirer 612 803, il faudra retirer 2 391. Voilà la seule remarque que je voulais faire. Oui, mais c'est la logique de on va mobiliser l'excédent cumulé pour financer l'école Louis Dubois. C'est une logique mathématique, oui. Qui correspond, c'est-à-dire que c'est 4 fois plus que 2013 ou 2012. C'est l'obligation mécanique pour pouvoir mobiliser l'excédent. C'est la chance de ceux qui ont un excédent. Avant, vous faisiez comment? Vous n'aviez pas d'excédent. Vous alliez à l'emprunt direct, ce qui n'est pas notre cas pour l'instant. Monsieur Bockel? Simplement dire quelques mots concernant l'emprunt. J'avais déjà eu l'occasion de m'exprimer à propos là-dessus sur la philosophie, l'état d'esprit. Je crois qu'il ne faut pas systématiquement voir l'emprunt comme une méchante bête. Au contraire, ça peut être quelque chose de très intéressant à partir du moment où il est maîtrisé et qu'il est bien utilisé. Et derrière, il y a tout ce qui peut en ressortir en termes de développement économique. Ça aurait été dommage de s'en priver. L'emprunt n'est vu comme une méchante bête par personne, j'imagine. Vous l'avez mobilisé tous les ans pendant longtemps, et nous aurons demain à le mobiliser si nous projetons les investissements qui sont peu subventionnés. C'est ce que vous venez de dire. La réalité de la ville fait que, en dehors de sa capacité à faire du résultat, et en dehors de sa capacité à aller chercher des subventions, s'il est en situation d'être sur fonds propres, 9 fois sur 10, la ville est amenée à faire des choix de diminution de l'investissement ou à passer par l'emprunt. C'est une question qui se posera dans les prochaines années, vous avez raison. Une question simple, est-ce qu'il faut maintenir un niveau d'investissement haut? Et si la réponse est oui, alors il faudra vraisemblablement passer par l'emprunt. Et la ville est en situation aujourd'hui de pouvoir faire face à de l'emprunt sans aller dans des situations trop importantes, mais parce que pendant plusieurs années, elle n'a pas eu recours à l'emprunt et que les taux, vous l'avez dit, Monsieur Bockel, sont bas aujourd'hui, ou alors nous déciderons de limiter notre investissement à une hauteur qui nous permette de ne pas avoir recours à l'emprunt systématiquement ou de le limiter à des investissements qui sont largement subventionnés. Dans un contexte où on sait que les investissements largement subventionnés sont tout à fait rares. Ça va? Sur la délibération d'affectation du résultat, y a-t-il des avis contraires? Vous êtes contre? Bon. Des abstentions? Je vous remercie. Si je ne fais pas d'erreur, nous arrivons au taux de contribution directe 2015. Derrière cette appellation, il y a une bête
Monsieur Bockel. Il s'agit des impôts locaux. On donne la parole à Barbara Chiarello. Voter les taux de contribution directe 2015. Donc au niveau de la taxe d'habitation, sur la base d'imposition de 2015, 5 944 000. Le taux d'imposition 27,68 pour un produit fiscal à 1 645 299. Les foncières bâties, base d'imposition de 2015, 6 950 000. Taux d'imposition 35,27 pour un produit fiscal de 2 451 265. Foncières non bâties, base d'imposition 2015, 51 900, taux d'imposition 75,86 pour un produit fiscal 39 371. Donc ce qui nous fait un total de 4 135 935. Voilà, donc sur la question fiscale, pas d'augmentation de la fiscalité dans la commune pour l'année qui vient. Y a-t-il des questions ou des remarques? Il n'y en a pas? Des avis contraires? Des abstentions? Je vous remercie. Tout le monde est d'accord pour ne pas toucher à la fiscalité. C'est une bonne chose. Point suivant, il s'agit des subventions 2015. Donc les subventions 2015, le conseil municipal décide d'arrêter comme si après la liste des subventions qui seront allouées au cours du même exercice. Elles seront réglées à l'aide de crédits prévus au budget primitif 2015 ouvert à chaque compte concerné. L'Assemblée autorise Monsieur le maire à signer les conventions d'objectifs et de moyens. L'Assemblée précise que ces subventions sont destinées aux besoins généraux des sociétés bénéficiaires et qu'elle se réserve la possibilité d'exercer le droit de regard que lui confèrent les dispositions du décret loi du 31 octobre 1935, en contrôlant éventuellement, si elle le juge opportun, l'emploi des fonds versés aux dites sociétés. Donc, le montant total, oui, tout à fait. Donc, je vous présente le montant total, le total général des subventions. Donc, la proposition 2015 est de 962 672,74 €. Y a-t-il sur cette délibération qui concerne les subventions aux associations des questions ou des remarques? Monsieur Biet. Juste une explication de vote. Donc, chaque année, nous votons sans discuter les subventions. Ça nous semble normal. Il y a un rapport entre les associations, les présidents d'associations et l'exécutif municipal. Je note quand même que cette année, il n'y a pas eu de commission, je crois, Lionel, donc on ne sait pas du tout comment ça s'est passé. Mais évidemment, nous sommes toujours à l'écoute et les porte-voix si une association a un problème pour être les relais. C'est notre rôle en démocratie, mais n'ayant pas eu de remarques, donc nous votons sans exception toutes les subventions. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Je pense que ça aurait pu faire l'objet de débats lors de la commission de préparation du conseil municipal. Ah ok, autant pour moi, c'est moi qui fais une erreur, autant pour moi. Y a-t-il d'autres questions ou remarques sur les subventions aux associations? Des avis contraires? Des abstentions? Je vous remercie. Dernier morceau budgétaire du jour, la projection. Nous avons sanctionné l'année 2014, voté les résultats, voté les taux de contribution, les subventions aux associations qu'on va pouvoir intégrer au budget primitif. Et donc je vais rendre la parole à Barbara Chiarello pour qu'elle présente les grands chiffres, et dans le public ça sera difficile, les grands chiffres du budget primitif 2015. Donc, conformément aux recommandations de la Chambre régionale des comptes, donc le budget primitif répond en tout point à la maquette budgétaire de la direction des finances. Donc, c'est un document qui prévoit et autorise les dépenses et les recettes de l'année. Il traduit les orientations politiques de la commune et met en évidence les moyens dont nous disposerons pour réaliser les différents projets évoqués lors du débat d'orientation budgétaire. Donc, pour l'année 2015, nous vous proposons d'adopter les propositions ci-après. Donc, je vais vous faire présenter la vue d'ensemble du budget. Donc, en fonctionnement, là, au niveau des crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget, donc en dépenses de la section de fonctionnement,
11 602 913. Au niveau des recettes de la section de fonctionnement, 12 337 248. Donc au niveau des reports, on a un résultat de fonctionnement reporté en fonctionnement à 4 44 720, ce qui nous donne un total de la section de fonctionnement en dépenses à 11 602 913 et en recettes à 16 381 968. Je vais vous exposer quelques chapitres de la section de fonctionnement, notamment le chapitre 11, les charges à caractère général. Donc on a un total de 2 375 557. Chapitre 12, charges de personnel et frais assimilés. On est à 7 66 501. Autres charges de gestion courante, chapitre 65, 1 292 388. En charges financières, chapitre 66, 553 000. En chapitre 67, charges exceptionnelles, 17 232. Chapitre 42, opérations d'ordre de transfert entre sections, 298 235. Donc on arrive à un total de 11 602 913. Donc total des dépenses de fonctionnement cumulées, 11 602 913. En recettes de fonctionnement, chapitre 13, atténuation de charges, 345 971. Chapitre 70, produits des services du domaine et ventes diverses, 305 165. Chapitre 73, impôts et taxes, 6 307 522. Chapitre 74, dotations, subventions et participations, 5 130 896. Autres produits de gestion courante, chapitre 75, 245 290. Pour un total des recettes de gestion courante de 12 334 844. Les produits financiers, chapitre 76, 1104. Produits exceptionnels, chapitre 77, 1300. Ce qui nous fait un total de 12 337 248. Je vous propose de passer à l'investissement. Je vais reprendre les totaux. Donc, au niveau des dépenses d'équipement, on arrive à 3 772 406. Le total des dépenses réelles d'investissement, 4 472 406. Pour un total de 4 millions. Ouais. Bien, donc sur le budget primitif, je précise, en investissement, nous sommes équilibrés à hauteur de 7 163 000 euros. Et en fonctionnement, comme l'année dernière, nous votons le budget en suréquilibre, comme ça avait été demandé par la Chambre régionale des comptes, de manière à cibler plus clairement l'excédent sur lequel nous nous appuyons et qui par le passé était ventilé sur des lignes de manière artificielle sans qu'on ne les mobilise. Donc c'est dans cette situation que nous votons un budget de fonctionnement en dépenses à 11 602 000 et en recettes à 16 381 000. Y a-t-il sur cette proposition budgétaire des questions ou des remarques ? Remarques et explications de vote. Donc, je vais faire très simple. Sur l'aspect financier. Sur l'aspect financier, nous savons tous que nous allons vers des années assez perturbées, avec 2 000 milliards d'euros de déficit public. On sait qu'il y aura des efforts à faire et on sait aussi, avec les rigidités de l'État et du service public d'une manière générale, on sait qu'on va vers des années difficiles. Parallèlement, on constate ce que je disais tout à l'heure, encore une augmentation de la rigidité structurelle du budget, c'est-à-dire personnel et charges financières. Donc voilà les remarques que l'on fait sur le plan purement du budget et nos réserves. Sur le plan des projets, parce qu'un budget c'est aussi un projet derrière, donc je ne reviens pas à toutes les discussions que nous avons eues ici, le prix d'huile et du bois, le projet du centre-ville, etc., etc., donc, et toutes nos différences d'approche sur les projets de la ville. Donc, différence de vision sur la ville, différence de vision sur le budget, voilà qui justifie que nous voterons contre le budget primitif.
Merci, monsieur le maire. Simplement, quelques mots concernant le budget. Tout d'abord, par rapport à ce qui vient d'être dit sur les 2000 milliards de déficit, moi je veux quand même de baisse, pardon. Je veux quand même, au niveau national, dire quelques mots. Jamais les collectivités, elles ont été réellement déficitaires. Aujourd'hui, ce n'est pas les collectivités qui sont responsables du déficit. Puisque si demain vous proposez un budget qui n'est pas en équilibre, c'est le risque de la mise sous tutelle. C'est clair. Donc, ce n'est pas les collectivités qui ont creusé le déficit aujourd'hui. Ça, je voulais le signaler. Vous dire aussi qu'on est bien sûr en désaccord avec les politiques d'austérité menées par les différents gouvernements successifs, qui ont forcément, aujourd'hui, on le voit, un impact direct sur les collectivités. Alors, celles-ci, bien sûr, se manifestent par des baisses considérables des ressources nécessaires pour proposer un budget ambitieux, surtout dans le contexte économique et social dans lequel on se trouve. Vous l'avez rappelé tout à l'heure à juste titre, encore 260 familles de Sambre-et-Meuse qui risquent de se retrouver en très très grande difficulté. Alors bien sûr, un budget ambitieux qui permettrait d'accroître les services à la population et d'investir. Hier, dans les différents commentaires qu'on a pu entendre, qui donnaient les résultats des élections départementales, une phrase m'est revenue. Privilégier l'investissement public-privé pour créer de l'emploi. Privilégier l'investissement public-privé pour créer de l'emploi. Aujourd'hui, 75%, c'est un chiffre que j'aime bien rappeler, mais il faut le rappeler, 75% de l'investissement public sont réalisés par des collectivités. Vous savez tout ce que ça peut engendrer derrière, tout ce que ça peut générer en termes de développement économique et en termes de création d'emplois. Alors bien sûr, ce que nous voulons, c'est un budget qui permette bien sûr de préparer l'avenir. Je vous l'ai dit, créer des emplois. Compte tenu de ce contexte, dans ces conditions, pour nous, voter ou non le budget présenté par la majorité n'a pas vraiment de sens. Nous avons décidé aujourd'hui de s'abstenir. Alors bien sûr, cela n'entravera évidemment pas la mise en place du budget par l'exécutif. Vous le savez, nous continuerons bien sûr à être force de proposition et à discuter de la hiérarchisation des dépenses prévues. Pas être là pour faire de l'obstruction pour faire de l'obstruction. Constructif, hiérarchisé. Un exemple que j'ai cité lors du débat d'orientation budgétaire, je ne l'ai pas signalé tout à l'heure, j'aurais voulu le retrouver dans le compte-rendu concernant la création de l'épicerie solidaire. On aurait voulu avoir quelques signes. Aujourd'hui, je sais, le travail n'est pas facile. Ça demande du temps. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Mais on a besoin d'avoir des éléments qui montrent qu'on aille vers cette politique qui permettrait de venir au secours de nos citoyens. Alors, donc voilà, on demande bien sûr l'accélération de la mise en place de ce projet. Vous pouvez compter bien sûr sur notre argumentation, vous pouvez compter aussi sur notre bonne volonté sans aucun problème. Voilà, merci de votre écoute. Merci. Bon, de manière détendue sur la question de l'épicerie sociale et solidaire. Compliqué comme outil à mettre en œuvre. Au moment où nous avons nourri les premières discussions avant la consultation démocratique de mars 2014, nous avions des porteurs de projets qui ont finalement abandonné leur objectif au regard de la lourdeur du projet lui-même et de la nécessité d'être accompagnés financièrement également. Aujourd'hui, nous avons pris un certain nombre d'initiatives concernant le secteur caritatif, ce qui peut être une première pierre de réponse à nos concitoyens, même si évidemment elle n'est pas suffisante. Je vais donc laisser
CCAS et particulièrement Monsieur Rousseau continuer à travailler sur la question du rapprochement du secteur caritatif. Et ensuite, évidemment, nous travaillerons avec l'ensemble des forces politiques à une proposition sur l'épicerie sociale et solidaire. Mais pour le dire de manière très nette, nous serons tout à fait preneurs, au-delà de la volonté qu'est la vôtre de la voir naître, de nous dire comment vous envisagez les choses, ce que vous en espérez et le montage juridique et financier que vous imaginez consentir dans le cadre d'un engagement formel de la collectivité, qu'il s'agisse de la ville ou du CCAS. De manière générale, sur le budget, alors je ne réponds pas sur toute la partie nationale, hein. Si vous croisez les gouvernants, vous leur parlerez. Moi, je suis que le maire de Gemont, mais j'ai entendu vos propos, et souvent on a un décalage entre l'échelon local et le discours national, mais c'est une manière de vivre. De manière générale, sur le budget qui est présenté, moi je veux quand même dire que je me félicite qu'il porte encore, au regard de la situation, une dynamique d'investissement cohérente à travers l'école Louis Dubois, à travers le site des inventeurs qui fait l'objet du traitement paysager. Nous allons terminer de payer le traitement paysager de l'avenue Général de Gaulle, du site des douanes gendarmerie, et mettre en œuvre les fonds de concours éclairage public voirie sur 2 exercices. De manière générale, on va travailler au renforcement de ce qu'on peut appeler de manière un peu pompeuse l'attractivité de la ville et des services à la population. Je pense à la maison des habitants particulièrement. Je pense au travail sur la vidéosurveillance avec la maîtrise d'ouvrage sur l'installation de la 2e tranche de vidéosurveillance. Je pense à la poursuite de l'investissement sur la médiathèque que nous confirmons d'année en année, le travail sur l'accessibilité, sur les nouvelles technologies, l'étude, 2 études plus exactement, une sur le centre culturel, puisque nous avions acté et obtenu des financements pour remplacer les sièges du centre culturel. Mais nous avons considéré que nous devions mener une étude plus large, puisque nous n'avons pas de problème uniquement qu'avec les sièges. Nous avons des soucis liés à l'accessibilité d'une part, mais au-delà de l'accessibilité, à l'état des loges, par exemple, ce qui sous-entend un projet plus large et plus global. Le deuxième élément qui enclenchera une dynamique d'études dès cette année, c'est le site du Watissar, puisque nous avons pris un certain nombre d'engagements et nous souhaitons pouvoir les mettre en œuvre dans un temps qui sera acceptable, mais pour cela, ça passe par une étude de définition du projet. Voilà en quelques mots rapides les sujets qui vont retenir l'attention budgétaire et financière de 2015. De manière générale, on vote un budget en suréquilibre, parce que vous avez raison dans votre propos de dire qu'il faut voter les budgets équilibrés dans les collectivités, sauf que, à Gemont, nous le votons en suréquilibre. Suréquilibre, c'est possible au regard de l'excédent, c'est en déficit que ce serait impossible. Y a-t-il d'autres questions ou remarques sur la question du budget primitif? Il n'y en a pas? Y a-t-il des avis contraires? 3. Des abstentions? 4. Je vous remercie. Le budget primitif est donc adopté. Nous allons pouvoir passer à l'examen des délibérations. Mais d'abord, oui, tous les ans je la fais celle-là. Il faut voter vous présenter le budget primitif Bellevue. Donc je rends la parole à Madame Chiarello pour le budget primitif Bellevue. Budget primitif Bellevue 2015, donc comme il n'y a pas d'opération et qu'il reste un lot à vendre, voilà. Est-ce qu'on peut voter le budget primitif Bellevue? Tout le monde est d'accord sur ce budget? Il n'y a pas d'avis contraire, pas d'abstention? Je vous remercie. Nous passons donc à l'examen des délibérations que j'appellerais classiques du conseil municipal. La première d'entre elles concerne une dénomination de voirie et je cède la parole à Monsieur Horry. Merci Monsieur le maire. Donc première délibération d'une dénomination de voirie. Donc il est proposé de prendre une délibération afin de nommer la future rue du cabinet médical, la rue Aldo Covi. Donc Aldo Covi, c'était un habitant qui habitait 25 rue Gambetta à Gemont. Il fut jeune déporté, mort en camp à l'âge de 22 ans.
Cette nouvelle voie donc s'étend du square Marie-Curie, où on a actuellement La Fontaine, jusque la rue de Locqueveller. Y a-t-il des questions ou des remarques sur cette délibération des nominations de voirie? Aldo Covi, c'est dans le travail de mémoire que nous entreprenons. Des avis contraires? Des abstentions? Je vous remercie. Délibération 2. Délibération 2, convention de servitude sur parcelle cadastrée, section AK 779. Donc en fait, ERDF sollicite la signature d'une convention de servitude sur la parcelle cadastrée, boulevard Henri Dunant à Gemont, d'une superficie de 54 arts et 68 centiares, pour l'installation d'un poste de transformateur électrique. Cette convention donc sera conclue à titre gratuit. Questions, des remarques? Des avis contraires? Des abstentions? Je vous remercie. Délibération 3. Délibération 3, déclassement donc de cette parcelle, la même donc du terrain, donc boulevard Henri Dunant. Donc considérant que la délibération D92-14 du 22 septembre 2014 autorisant la vente de l'immeuble boulevard Henri Dunant pour une superficie d'environ 145 mètres carrés afin d'y créer donc un commerce de proximité. Considérant que pour faciliter la concrétisation du projet subvisé et notamment éviter une constitution de servitude, il est proposé de céder une superficie de 215 mètres carrés et de constater la désaffectation de ce bien, puis de prononcer son déclassement. Peut-être lier celle-ci à la suivante, parce qu'en fait on déclasse d'une part pour pouvoir ensuite la vendre. Donc je vous propose de présenter la 4 en même temps avant que je fasse voter les deux. Délibération 4, toujours pour la même parcelle, donc la vente. La commune de Gemont est propriétaire donc de cette parcelle, boulevard Henri Dunant. Donc messieurs Zaouchi Toufik et Zaouchi Djamel, demeurant 7 allées des Tourterelles à Gemont, ont manifesté leur intérêt pour l'acquisition d'une superficie de 215 mètres carrés, afin de jouir de l'emprise de terrain jouxtant leur futur commerce de proximité. Donc, les services d'Etomen, après donc, un avis du 12 juin 2014, a dégagé une valeur vénale à hauteur de 4 300 €, d'où la différence de superficie. Concrètement, nous avons vendu ce que certains appellent le Mill Club, ou le foyer Saudemont, dans le quartier du Lambresson, de manière à ce qu'un projet de commerce puisse voir le jour. Aujourd'hui, les acquéreurs du bien immobilier souhaitent être propriétaires du bout de terrain qui est devant le bâtiment, qui est sur la parcelle. C'est la raison pour laquelle, 1, nous vous proposons le déclassement de la parcelle, 2, la vente aux porteurs de projet. Sur l'une ou l'autre de ces deux délibérations, y a-t-il une question ou une remarque? Il n'y en a pas. Sur la délibération 3, y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Sur la 4, y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Je vous remercie. Délibération 5. Délibération 5, fonds de concours, investissement voirie 2014. Donc, pour les travaux d'aménagement rue du Ruisseau et 229 239 € pour les travaux d'enfouissement réseau avenue du Général de Gaulle. Donc en fait, c'est les 880 745 moins l'AFC TVA, moins les subventions perçues, qui permet de redonner les 40%, soit 256 753 pour la commune. Y a-t-il des questions sur cette délibération? Monsieur Biet? Oui, donc je repose la question qui a été vue en commission. Donc, excusez-moi, j'ai pas recoupé avec le budget, mais c'est inscrit, c'est au budget 2015 que c'est inscrit. 2015 et 2016, sur 2 exercices. L'AGLO nous prête de l'argent, alors? Non, l'AGLO consent aux communes qui le souhaitent un versement 2 exercices. Ça va? C'est pas propre à Gemont, d'ailleurs, je précise. Il n'y a pas de traitement de faveur. Simplement, l'enveloppe budgétaire pour Gemont, vous l'avez là, c'est 256 000 €. Il y a des communes où c'est beaucoup plus important, puisque ça dépend de ce qu'elles ont choisi de faire. Et en fait, ça vient à la fin des opérations, au moment des documents officiels qui viennent valider les opérations. Et donc, pour un certain nombre de communes, la charge est très élevée. Je précise que c'est sans doute le dernier montage financier de cette nature, puisque l'agglomération va modifier
sa manière d'appréhender la question de la voirie. Plus question de 60-40, mais plutôt un système de 50-50, avec également la nécessité de payer une avance de travaux pour démarrer les travaux, pour éviter que l'agglomération se retrouve en situation de sortie de trésorerie pour des communes qui traînent un peu la patte pour payer le moment venu, parce que elles sont en situation elles-mêmes de fragilité. Donc il est évident que l'agglomération, là je prends ma casquette un tout petit instant pour dire que si on est garant des finances publiques de la ville et qu'on a un regard sur les finances publiques du territoire, cette décision me semble la meilleure pour les raisons que je viens de vous évoquer. Donc c'est un montage qui disparaîtra en tant que tel, mais qui nous permet pour cette fois-ci d'être encore subventionné à 60%. Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Je vous remercie. Délibération 6, et je cède la parole à Barbara Chiarello. La convention forfait communal pour l'école Sainte-Bernadette concernant l'année scolaire 2014-2015. Donc, comme chaque année, il s'agit d'établir la convention forfait communal entre la commune et l'organisme de gestion des établissements catholiques. Le montant de la participation s'élève pour l'année en cours à 951,11 € par élève. Il s'agit d'une participation pour les élèves résidents à Gemont, 145 élèves pour l'année scolaire 2014-2015, ce qui correspond à 9 élèves de moins par rapport à l'année 2013-2014. Y a-t-il des questions ou des remarques sur cette délibération? Il n'y en a pas. Des avis contraires? Des abstentions? Je vous remercie. Nous passons aux conventions d'objectifs et de moyens. Elles sont au nombre de 4. On pourra scinder les discussions, mais je vous propose qu'on les groupe pour la présentation, puisque c'est la même logique. Donc, convention d'objectifs et de moyens qui concerne les associations qui bénéficient d'une subvention de plus de 23 000 €. Je vais prendre la présentation si ça vous dérange pas, Barbara. Il s'agit de la convention d'objectifs et de moyens entre la ville et le cinéma Le Régent, entre la ville et l'association Arc-en-Ciel, entre la ville et l'association US Gemont Football, et entre la ville et l'association Enfance pour tous. Y a-t-il sur l'une ou l'autre de ces délibérations des questions ou des remarques? Je peux les faire voter groupés? Ça va? Sur la délibération 7, 8, 9 et 10, y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Je vous remercie. Je rends la parole, promis, à Madame Chiarello pour la délibération 11. Donc la délibération 11 concerne la poursuite de l'investissement à la médiathèque sur les achats de documents. Donc il s'agit de poursuivre la constitution du fonds de la médiathèque par l'achat de livres et documents sur support numérique, DVD, CD. À titre d'information, il est prévu 20 000 € comme les années précédentes au titre de l'investissement. Questions? Des avis contraires? Des abstentions? Je vous remercie. Délibération 12. Il s'agit des indemnités de conseil du receveur municipal. Donc, c'est le versement prévu par la loi et auprès du receveur municipal, à savoir le percepteur de l'indemnité de conseil qui lui est due chaque année par la ville de Gemont et basée sur sa mission de contrôle et de conseil auprès de la collectivité. Le montant de cette indemnité annuelle est basé sur le flux financier manipulé et soumis au contrôle du percepteur au cours de l'exercice, ce qui explique que celle-ci ne soit versée qu'en fin d'exercice comptable. Pour l'exercice 2014, le montant de l'indemnité s'élève à 1 899,85 € bruts, soit 1 731,52 € net. Est-ce que vous êtes d'accord pour payer le receveur? Vous avez voté le compte de gestion. Ce serait quand même ballot de ne pas lui donner les sous qui vont avec. Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Je vous remercie. Délibération 13 sur les tarifs classe de mer. Les tarifs classe de mer, donc la commune organise chaque année un projet classe de mer en partenariat avec l'éducation nationale à destination des enfants des écoles Willy Dubois et Mouvet. L'école Ronsard ne souhaite pas participer aux classes de mer et développe un autre projet pédagogique, comme par exemple une visite au musée. Il est à préciser que depuis l'année scolaire 2013-2014, des classes doubles CM1-CM2 existent dans les deux écoles Willy Dubois et Mouvet. L'éducation nationale n'autorise pas la séparation des groupes de niveau dans le cadre des classes de mer. À cet effet, il avait été décidé
en accord avec les directeurs des 2 écoles, de consulter les organismes sur la base des classes doubles en diminuant la durée de séjour. Pour cette rentrée scolaire 2014-2015, un marché à procédure adaptée a été lancé dans les mêmes conditions comme suit. Willy-du-Bois, séjour de 6 jours en Normandie. Mouvet, séjour de 5 jours en Côte d'Opale. La prestation comprend l'organisation du transport, l'hébergement, la restauration et l'animation. Le marché a été attribué à la société Flazen Vacances pour l'école Mouvet et à la NSTL, Société Neige Soleil Tourisme Loisirs pour l'école Willy-du-Bois. Il convient de définir la participation des familles au séjour proposé. Il vous est donc proposé, au prorata du coût séjour, une participation de 134 € par enfant de l'école Willy-du-Bois et 90 € par enfant de l'école Mouvet. Je rappelle que cette participation pour 2014 était d'un montant de 75 € pour les enfants de l'école Mouvet et 84 € pour les enfants de l'école Willy-du-Bois. Une petite correction. 110 € par élève pour l'école Willy-du-Bois, 90 pour l'école Mouvet. Tout va bien. Y a-t-il des questions ou des remarques sur cette délibération? Des avis contraires? Des abstentions? Je vous remercie. Je précise que les tarifs augmentent largement d'année en année et qu'aujourd'hui, la part à charge des familles augmente forcément et que du coup, la question se pose et le travail sera mené par mesdames Delors et Souvard notamment avec les écoles pour vérifier que nous ne pourrions pas changer le projet, c'est-à-dire que la demande vient aussi des écoles qui considèrent qu'aujourd'hui, la classe de mer devient chère et que sans doute, il serait possible d'envisager d'autres types de projets, type voyage au futuroscope, ce genre de choses. Donc on discutera avec les écoles dans le courant de l'année pour vérifier que ce système peut perdurer au regard de l'augmentation qu'on voit d'année en année sur les propositions de séjour, parce que ça nous fait réduire le nombre de jours et ça devient moins intéressant pour les gamins et les classes de partir, parce qu'entre le jour du départ et le jour du retour, vous avez déjà 2 journées qui sont mobilisées. Donc, la question se posera. En tous les cas, je voulais vous donner l'information, puisque le fonctionnement est susceptible de bouger au regard des discussions que nous mènerons, notamment avec les écoles et les familles des élèves. Délibération 14. Il s'agit du tarif voyage des seniors juin 2015. Donc, dans le cadre de la politique municipale menée en faveur des seniors de 65 ans et non pas 55 ans, comme il est précisé, et plus, la commune organise un voyage excursion, visite de musée et soirée cabaret, comprenant le transport routier, une boisson l'après-midi et le dîner pour un maximum de 57 personnes. Le coût global du voyage est estimé entre 60 et 65 € par personne selon les visites et le nombre inscrit. Une participation de 49 € est demandée par participant. Vous avez donc corrigé les seniors qui peuvent bénéficier de la soirée cabaret, c'est à partir de 65 ans. Pour ceux qui sont juste en deçà, il faut attendre. Mais la patience est toujours récompensée. Y a-t-il des questions ou des remarques sur cette délibération? Des avis contraires? Des abstentions? Je vous remercie. Délibération 15. Il s'agit de la participation financière des conjoints gemontois de moins de 65 ans au repas des aînés. Donc, dans le cadre de la politique municipale menée en faveur des seniors de 65 ans et plus, la commune organise un repas des aînés. Il s'avère que de nombreux aînés souhaitent être accompagnés de leurs conjoints respectifs n'ayant pas 65 ans et ne pouvant jusqu'à ce jour participer au repas. Aussi, il est proposé d'accueillir les conjoints de moins de 65 ans sous réserve de la capacité d'accueil de la salle et moyennant le versement d'une somme de 25 €. Des questions sur cette délibération? Des avis contraires? Des abstentions? On l'a pris simplement parce que, comme on fixe la limite à 65 ans, il y a un certain nombre de couples qui étaient, entre guillemets, exclus ou séparés, puisque l'une des 2 personnes a 65 ans et peut donc aller au repas, l'autre n'ayant pas l'âge requis, ils étaient dans une situation compliquée, et nous aussi, pour être très clair, parce que quand on a des demandes spécifiques, on se retrouve dans une situation un peu inconfortable, donc ça nous permet d'avoir une visibilité sur le sujet. Merci Madame Chiarello, la parole est à Madame Meguedem. Merci Monsieur le maire. Je vous propose de délibérer communément sur l'ensemble de la programmation gemontoise, donc pour la délibération 16 et 17. Donc au titre de la sollicitation des crédits spécifiques État et région 2015, afin de garantir une véritable cohérence aux actions portées par la ville et ses partenaires dans ce cadre.
Il n'y a pas d'objection? Ah d'accord. Au-delà de ces deux délibérations, sont en effet portés des projets sur ces mêmes crédits par le FPH, donc le quartier d'été et le FPH. De plus, la ville, en partenariat avec la CAMS, a sollicité la région pour de l'appui méthodologique, notamment le passage de la GUP à la gestion urbaine sociale de proximité et aide à la création des comités de quartier. Sur nos deux délibérations, nous sollicitons l'État à hauteur de 50% pour les actions suivantes. Les marionnettes font leur scène. Orchestre à l'école. Alors je tiens, une erreur s'est glissée d'ailleurs sur la participation de la ville qui est à hauteur de 5 700 € et de l'État 5 700 €. Projet de développement culturel, je mon mot à dire. Enfin, concernant la sollicitation de la région pour les fonds de travaux urbains, le FTU, ces délibérations visent à permettre à Monsieur le maire de solliciter les subventions en question. Oui, c'est bon. Alors, sur la délibération 16, vous pouvez redonner la modification parce que vous êtes allé vite et je ne suis pas sûr que tout le monde l'ait noté. Elle concerne l'action orchestre à l'école. Le coût de l'action est de 11 400 €. La ville participe à hauteur de 5 700 et l'État 5 700, puisqu'on est à hauteur de 50%. Chacun. Y a-t-il sur la délibération 16 ou 17, puisqu'on va lier les deux sur la proposition offensive de Mme Meguedem, des avis contraires, des abstentions? Je vous remercie. Délibération 18. Le projet de délibération 18 concerne l'adhésion au Centre permanent d'initiative pour l'environnement Bocage de l'Avesnois. Alors, le Conseil des enfants met en place un projet d'éducation à l'environnement en collaboration avec le CPIE Bocage de l'Avesnois, autrefois dénommé Nord Nature Bavésie. Le projet d'éducation à l'environnement sur la ville de Jaumont concerne l'ensemble de la population. Plusieurs phases composent ce projet. Je tiens à rappeler que nous sommes à la première phase, sensibilisation des membres au Conseil des enfants. Seule cette phase a été entamée. Phase numéro 2, sensibilisation du personnel communal. Phase numéro 3, intervention dans les écoles pour la création d'un logo Jaumont Ville Propre. Phase numéro 4, réflexion des instances de démocratie participative au concours Ville et Village Fleuris et communication autour de l'opération avec une semaine spécifique au printemps 2015. Dernière phase numéro 5, accompagnement de la mise en place des jardins familiaux naturels dans les quartiers des inventeurs. L'adhésion de 100 € pour l'année civile au centre de ressources du territoire du CPIE Bocage de l'Avesnois permettra de bénéficier de conseils personnalisés et d'aides techniques au montage des projets, d'ateliers gratuits pour les habitants, d'une chantier d'information pour les employés communaux aussi. Combien votre affaire là? 100 €. Bon. Y a-t-il des questions ou des remarques sur l'adhésion au CPIE? Il n'y en a pas? Des avis contre? Si, attendez, oui. Monsieur Bier. 100 €, c'est l'adhésion. Mais après, il y a des coûts. Aucun. Alors l'adhésion permettra effectivement donc de bénéficier de conseils personnalisés et d'aides techniques au montage des projets, d'ateliers gratuits pour les habitants. À l'heure d'aujourd'hui, nous sommes que dans cette phase. Si d'autres coûts arrivent, à ce moment-là, on vous en fera part. Mais à l'heure d'aujourd'hui, nous sommes que dans cette phase de réflexion et de travail. Coûts arrivent, on vous le fera savoir. Bon. Sur l'adhésion elle-même, y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Je vous remercie. Madame Meguedem, je vous propose de lier les délibérations 19 et 20 puisqu'elles concernent le Conseil des sages. Alors là, je vais y aller plus doucement. La délibération 19 concerne l'abrogation du 3 décembre. Tout simplement, étant donné le grand nombre de demandes à la participation au Conseil des sages, nous avons souhaité élargir le nombre de participants. Donc, compte tenu de cette demande importante et la volonté de la municipalité de favoriser la participation d'un plus grand nombre de personnes, il est donc, dans un premier temps, opportun d'abroger la délibération du 3 décembre 2014 et de délibérer de nouveau sur la création du Conseil des sages, dans la mesure où aucune limite de membres n'est fixée. Je rappelle qu'il y a une réunion d'information qui se tiendra à la gare numérique à partir de 15h ce mercredi 1er avril. Pardon ?
À l'instar du Conseil des enfants, il est également opportun de laisser les sages élaborer eux-mêmes le règlement intérieur de cette instance. Monsieur le maire. Vous avez présenté la 20 avec, c'est bon? Y a-t-il sur les délibérations 19 et 20 des questions? Donc il s'agit d'abroger une première délibération où nous avions fixé un montant maximum de conseillers qui était basé sur le conseil municipal classique pour pouvoir avoir une vision plus souple des choses. Par le passé, nous avions une vision plus souple et donc nous permettons aux aînés de la commune qui le souhaitent de participer aux travaux du Conseil des sages. Y a-t-il des questions ou des remarques à cette délibération? Monsieur Bier. Oui, juste confirmer une remarque qui a été faite en commission de travail, c'est-à-dire d'avoir un travail bien scindé entre le travail de ce comité des sages qui doit être un travail qui se fait entre les membres du comité avec un nombre minimum d'élus qui soient présents, normalement un seul, et puis une restitution qui peut avoir lieu là en présence de tout le conseil municipal. Avec une simple précision qu'il peut arriver sur un certain nombre de sujets que le Conseil des sages fasse appel à l'élu en responsabilité dans sa délégation, de manière à être éclairé sur les différents sujets. Mais peut-être pourrions-nous considérer, au regard de ce que vous venez de dire, que à un rythme à définir peut-être une fois par an, qu'un rapport pourrait être rendu et présenté en conseil municipal. Ça vous convient comme proposition? Madame Meguedem, vous ferez vivre l'engagement que je viens de prendre. Bien sûr. Elle a terminé, Madame Meguedem. Donc on a 19 et 20, pas d'avis contraire, pas d'abstention. Je vous remercie. Délibération 21, 22, 23 concernent des recouvrements auprès d'institutions scolaires pour l'utilisation des salles de sport. Je propose de les lier et je cède la parole à Monsieur Galland. Délibération 21, 22, 23 qui concerne le recouvrement auprès des collèges privés et publics et lycées publics des salles des sports qui consiste donc à fixer le tarif horaire d'utilisation des salles de sport qui est fixé à 14 € à l'heure. Bon, y a-t-il sur l'une ou l'autre de ces trois délibérations 21, 22, 23 une question ou une remarque? Il n'y en a pas, des avis contraires? Des abstentions, je vous remercie. Merci, Monsieur Galland. Madame Souvard pour la délibération 24, sans manger le micro, parce que Monsieur Galland ne l'a pas digéré. On va essayer. Cela concerne l'adhésion à la nouvelle offre de services en prévention du Centre de gestion du Nord. Considérant que dans le domaine de la prévention, les employeurs publics sont confrontés à une double obligation: agir au niveau collectif en mettant en œuvre des moyens appropriés et prendre en compte l'individu en favorisant notamment les mesures de maintien dans l'emploi. Considérant en outre la création depuis janvier 2015 du pôle santé-sécurité au travail au sein du Centre de gestion du Nord, auprès duquel la collectivité est attachée, et la nouvelle offre de services correspondant qui en découle en matière d'intervention de médecins préventeurs, d'accompagnement sur les plans d'action liés à l'évaluation des risques professionnels, d'action d'accompagnement en matière de suivi individuel, psychologique, de maintien dans l'emploi, de suivi social, d'ergonomie des postes de travail et d'action d'évaluation des risques psychosociaux. Y a-t-il sur cette délibération des questions? Des avis contraires? Des abstentions? Il n'y en a pas, je vous remercie. Avant de vous libérer, deux informations. La première, nous avons voté la dénomination de la rue Covy. Ça sera le cas à travers la journée du souvenir qui aura lieu le 26 avril prochain. Par ailleurs, pour les amoureux de sport, les 4 jours de Dunkerque traverseront la commune le 7 mai. Enfin, une réunion du conseil municipal, mais en situation de travail, donc pas en situation officielle, sur le centre-ville aura lieu dans le courant du mois d'avril, mais je n'ai plus la date. 23, c'est pas ça? 25 ou 23? 25. Ça, c'est les ateliers thématiques.
mais je faisais référence à la réunion du conseil municipal sur le projet lui-même. Donc elle aura lieu fin du mois d'avril, normalement. Les élus du conseil ? Donc j'ai bien raison. Les élus du conseil, le 23, et les ateliers thématiques à partir du 25 avril. Donc les ateliers thématiques, ça concerne le public, puisque nous avons mis en place des ateliers thématiques à 2 reprises jusqu'au mois de juin pour travailler sur les notions d'habitat. Je termine en vous rappelant que vous devez signer l'ensemble des documents avant de partir concernant l'adoption du budget. Merci à vous, passez une bonne soirée, à bientôt.